Issa Chiroma sort de l'ombre et brise le silence avec des déclarations explosives qui secouent le Cameroun entier. Après des semaines de mystère et de répression sanglante, le leader de l'opposition réapparaît avec des accusations choc contre le régime de Biya. Laissez un like maintenant et abonnez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous stupéfier. Le silence pesant qui enveloppait le Cameroun depuis des semaines vient d'être pulvérisé par une déflagration inattendue. Dans une apparition aussi soudaine que fracassante, Issa Chiroma Bakary refait surface. Armé non pas de violence, mais de mots tranchants comme des lames. L'homme que beaucoup croyaient réduit au silence, contraint à la clandestinité ou même neutralisé par les rouages implacables du pouvoir en place, ressurgit avec une détermination qui glace le sang de ses adversaires et galvanise ses partisans. Sa réapparition ne constitue pas simplement un retour médiatique ordinaire. Elle représente l'incarnation vivante d'une contestation qui refuse obstinément de mourir malgré la répression féroce dont elle fait l'objet. Les premiers mots qu'il prononce portent en eux le poids écrasant de semaines d'oppression, de protestations étouffées dans le sang et de vérités enfouies sous des tonnes de propagande officielle. Sa déclaration initiale frappe par son ton résolument combatif, dénué de toute concession diplomatique ou de ces formules édulcorées auxquelles les opposants finissent souvent par se résoudre face à l'intimidation systématique. Chiroma s'exprime depuis un lieu tenu secret, une nécessité qu'il explique sans détour comme étant dictée par la menace directe pesant sur sa vie et sa liberté. Il raconte avoir été extrait de force de sa propre demeure par ce qu'il nomme des soldats loyaux, des hommes intègres ayant refusé de participer à ce qu'il qualifie sans embâche de machination orchestrée contre la volonté populaire authentique. Cette extraction dramatique, loin d'être présentée comme une fuite honteuse, devient dans son récit le symbole même de la résistance légitime face à un appareil d'État qu'il accuse d'avoir définitivement rompu tout lien avec les aspirations profondes du peuple camerounais. Son refuge actuel, quelque part au-delà des frontières nationales, selon certaines sources crédibles, lui permet de continuer son combat sans subir les entraves que le régime ne manquerait pas de lui imposer s'il demeurait à portée de ses griffes. Les accusations qu'il formule ne laissent aucune place à l'interprétation ambiguë ou au compromis feutré. Chiroma affirme sans détour que le scrutin récemment organisé constitue une mascarade grotesque, une parodie de démocratie savamment orchestrée pour perpétuer un système qu'il juge fondamentalement illégitime. Selon lui, les résultats proclamés par les instances officielles ne reflètent en rien la réalité des votes exprimés dans l'intimité des isoloirs, mais représentent plutôt le fruit d'une manipulation systématique impliquant tous les échelons de l'administration électorale. Il se présente non comme un candidat défait acceptant dignement sa défaite, mais comme le véritable vainqueur spolié de sa victoire par des mécanismes frauduleux rodés depuis des décennies. Cette posture, loin d'être simple rhétorique électorale classique, s'appuie sur des témoignages qu'il affirme avoir recueillis à travers tout le territoire national. Des récits de bourrage d'urnes, d'intimidation massive et de falsification documentée qui dresseraient le portrait accablant d'un processus électoral vicié dès sa conception même. La dimension la plus poignante de son intervention concerne les victimes humaines de cette crise post-électorale dont il attribue l'entière responsabilité au pouvoir sortant. Chiroma évoque avec une émotion palpable ces Camerounais tombés lors des manifestations qui ont embrasé le pays dans les jours suivant l'annonce des résultats contestés. Il les nomme des martyrs, des héros ordinaires qui ont payé de leur vie leur refus de voir leur vote confisqué par une minorité s'accrochant désespérément au levier du pouvoir. Ces morts ne sont pas pour lui de simples statistiques froides dans un bilan sécuritaire, mais l'incarnation tragique du prix que le peuple paie pour oser réclamer ses droits fondamentaux dans un système qu'il décrit comme profondément répressif. En instituant une journée nationale de deuil, il cherche non seulement à honorer leur mémoire, mais aussi à transformer leur sacrifice en symbole mobilisateur pour la suite du combat qu'il entend mener jusqu'au bout. Quelles qu'en soient les conséquences personnelles pour lui-même, son appel à une paralysie totale du pays pendant plusieurs jours constitue une escalade stratégique majeure dans cette confrontation, qui prend des allures de bras de fer existentiel entre deux visions irréconciliables du Cameroun. En demandant à l'ensemble des citoyens de cesser toute activité économique et administrative, Chiroma cherche à démontrer concrètement
l'ampleur du soutien populaire dont il affirme bénéficier et a infligé un coût économique suffisamment élevé pour contraindre le régime à des concessions substantielles. Cette tactique des villes mortes, déjà utilisée par le passé dans d'autres contextes de contestation politique sur le continent africain, vise à transformer la colère diffuse en action coordonnée et à prouver que la légitimité ne découle pas uniquement de la détention formelle du pouvoir, mais bien de l'adhésion active des populations. Il structure méticuleusement ses consignes, détaillant heure par heure ce que les Camerounais doivent faire ou ne pas faire pendant ces journées cruciales où se joue, selon lui, l'avenir même de la nation. La dimension religieuse qu'il intègre dans son appel révèle une compréhension sophistiquée des ressorts sociologiques profonds de la société camerounaise. En conviant les fidèles de toute confession à se rassembler dans leurs lieux de culte respectifs, Tchiroma cherche à donner une légitimité morale et spirituelle supérieure à son mouvement de contestation. Cette instrumentalisation du sentiment religieux, loin d'être cynique, semble correspondre à une conviction sincère que la lutte qu'il mène transcende les simples calculs politiciens pour toucher au fondement même de la justice et de la dignité humaine. Le minute de silence qu'il institue à une heure précise crée un moment de communion nationale symbolique où tous les Camerounais, qu'ils se trouvent sur le territoire national ou dispersés dans la diaspora mondiale, sont censés faire l'expérience simultanée d'une solidarité transcendant les divisions ethniques, régionales ou confessionnelles qui fragmentent habituellement le corps social camerounais. Face aux tentatives du régime de désamorcer la crise par des libérations sélectives de quelques détenus, Tchiroma adopte une posture intransigeante qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour des compromis partiels. Il qualifie ces gestes de farce, une mise en scène calculée destinée à donner l'illusion d'un assouplissement, tout en maintenant l'essentiel de l'appareil répressif intact et opérationnel. Son ultimatum exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques arrêtés lors des manifestations post-électorales ne souffre aucune négociation graduelle ni aucun marchandage mesquin. Cette inflexibilité, qui pourrait être perçue comme de l'obstination aveugle par certains observateurs modérés, représente selon lui la seule attitude cohérente pour quelqu'un qui se considère investi d'un mandat populaire authentique usurpé par des usurpateurs illégitimes. Il refuse catégoriquement de jouer le jeu des concessions mutuelles, qui ne ferait que légitimer un statu quo qu'il juge fondamentalement inacceptable et indéfendable sur les plans moral, juridique et politique. Les accusations d'épuration ethnique qu'il formule introduisent une dimension particulièrement explosive dans un pays où les tensions intercommunautaires constituent depuis toujours une ligne de fracture potentiellement dévastatrice. En suggérant que la répression ne frappe pas aveuglément, mais cible spécifiquement certaines communautés perçues comme hostiles au pouvoir en place, Tchiroma touche à l'un des nerfs les plus sensibles de la société camerounaise. Ces allégations, si elles s'avéraient fondées, transformeraient une crise politique certes grave, mais potentiellement gérable en conflagration identitaire aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la cohésion nationale. Il dénonce ce qu'il nomme sans détour du gangstérisme d'État et du terrorisme d'État, des formulations extrêmement fortes qui placent le régime qu'il combat non pas simplement dans la catégorie des gouvernements autoritaires classiques, mais dans celle des structures criminelles organisées, utilisant systématiquement la violence illégitime contre leurs propres citoyens pour perpétuer leur domination parasitaire sur l'appareil étatique. Sa promesse de défendre son mandat à tout prix constitue une déclaration aux implications potentiellement vertigineuses qui ouvre la porte à toutes les interprétations quant aux moyens qu'il serait prêt à employer pour parvenir à ses fins. Cette formulation délibérément ambiguë laisse planer la menace implicite que la résistance pourrait évoluer au-delà des manifestations pacifiques et de la désobéissance civile pour emprunter des voies plus radicales si les canaux légaux et non violents demeuraient obstinément fermés. Sans jamais franchir explicitement la ligne rouge qui consisterait à appeler ouvertement à la violence armée, Tchiroma formule néanmoins un avertissement suffisamment clair pour que nul ne puisse se méprendre sur sa détermination absolue. Il invoque les concepts de justice, dignité et avenir national comme justification ultime, transcendant toutes les considérations prudentielles qui pourraient normalement inciter un opposant à modérer ses positions face à un rapport de force manifestement défavorable sur le plan des moyens coercitifs immédiats. L'annonce de la création d'un fonds de soutien aux victimes
témoignent d'une volonté de structurer durablement le mouvement de contestation au-delà des soubresauts émotionnels spontanés qui caractérisent souvent les mobilisations protestataires. En prenant en charge concrètement les familles endeuillées et les personnes emprisonnées, Chiroma cherche à démontrer qu'il ne se contente pas de beaux discours enflammés, mais assume des responsabilités pratiques envers ceux qui paient le prix fort de leur engagement. Cette initiative vise également à contrer le narratif officiel, qui tend à dépeindre les manifestants comme de simples fauteurs de troubles manipulés par des agitateurs irresponsables, en soulignant au contraire qu'il existe une structure organisée prête à assumer les conséquences humaines et matérielles de la confrontation en cours. Ce fonds devient ainsi un instrument à la fois de solidarité concrète et de légitimation politique, transformant une rébellion diffuse en mouvement. Doté d'une capacité d'action sociale dépassant la simple protestation négative pour esquisser les contours d'une gouvernance alternative. Le pouvoir en place se trouve désormais confronté à un dilemme stratégique majeur, dont l'issue déterminera probablement la trajectoire politique du Cameroun pour les années à venir. Face à un adversaire qui refuse obstinément de rentrer dans le rang, malgré la répression déployée, et qui continue d'appeler à la mobilisation depuis son exil sécurisé, les autorités doivent choisir entre plusieurs options, toutes porteuses de risques considérables. L'escalade répressive, pure et dure, pourrait effectivement briser physiquement la contestation, mais au prix d'un discrédit international catastrophique et d'un ressentiment populaire susceptible de couver pendant des années avant de ressurgir avec une violence décuplée. À l'inverse, des concessions substantielles pourraient être interprétées comme un signe de faiblesse, encourageant de nouvelles revendications toujours plus radicales, tout en démoralisant les soutiens du régime qui pourraient se sentir trahis ou abandonnés par un pouvoir qu'ils percevaient jusqu'alors comme inébranlable et protecteur de leurs intérêts corporatistes. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée dans ce contexte de tension extrême revêtait une dimension hautement symbolique, dépassant largement le simple formalisme protocolaire habituel. En procédant à cette prestation de serment solennel malgré la contestation virulente qui entoure la légitimité même du scrutin, le président sortant cherchait manifestement à créer une forme d'irréversibilité juridique et institutionnelle, destinée à décourager toute velléité de renversement du résultat proclamé. Les images soigneusement orchestrées de cette cérémonie, diffusées massivement par les médias officiels et pro-gouvernementaux, visaient à projeter une impression de normalité institutionnelle et de continuité républicaine face au chaos que l'opposition s'efforçait de créer dans les rues et sur les réseaux sociaux. Le discours prononcé à cette occasion, avec ses appels prévisibles à l'unité nationale et à la cessation des violences, tentait de repositionner le président comme le garant de la stabilité face à des forces destructrices que son camp accusait de vouloir précipiter le pays dans le chaos anarchique. Les chiffres contradictoires concernant le nombre de victimes de la répression illustrent parfaitement la guerre informationnelle qui accompagne inévitablement toute crise politique de cette ampleur. Lorsque les autorités gouvernementales évoquent 5 morts, tandis que des sources onusiennes en dénombrent près de 50, il ne s'agit pas simplement d'une divergence statistique neutre, mais bien d'un affrontement sur la construction de la réalité elle-même. Chaque camp sait pertinemment que le narratif qui finira par s'imposer dans l'opinion publique nationale et internationale déterminera largement la légitimité respective des protagonistes et influencera les possibilités d'action future. Le régime a tout intérêt à minimiser le bilan humain pour ne pas apparaître comme un gouvernement massacrant son propre peuple, tandis que l'opposition trouve dans chaque victime supplémentaire une preuve additionnelle de la brutalité intrinsèque du système qu'elle combat et de l'urgence morale de son renversement. La stratégie de communication du pouvoir consiste largement à rejeter la responsabilité de la violence sur l'opposition elle-même, accusée d'avoir délibérément provoqué l'affrontement en refusant d'accepter des résultats électoraux pourtant validés par toutes les instances officielles compétentes. Cette inversion des rôles, classique dans les régimes autoritaires confrontés à la contestation, vise à transformer les victimes en coupables et les bourreaux en défenseurs légitimes de l'ordre public. Les déclarations officielles insistent lourdement sur les destructions de biens publics et privés, les perturbations économiques causées par les manifestations et les villes mortes, et les souffrances infligées aux citoyens ordinaires pris au piège d'une confrontation qu'ils n'ont pas choisie. Cette rhétorique cherche à détacher la population générale des activistes les plus déterminés
en présentant la contestation non comme l'expression légitime d'une frustration collective, mais comme l'œuvre d'une minorité d'extrémistes irresponsables, sacrifiant le bien-être commun à leurs ambitions personnelles démesurées. Le rôle attribué à la diaspora dans l'entretien de la crise constitue un autre élément central du discours gouvernemental visant à délégitimer la contestation. En pointant du doigt les Camerounais établis à l'étranger comme principaux instigateurs des troubles, le régime mobilise habilement un ressentiment latent contre ses compatriotes perçus par certains comme ayant abandonné le pays, tout en prétendant dicter sa conduite depuis le confort et la sécurité de capitales occidentales lointaines. Cette désignation d'un bouc émissaire externe permet commodément d'évacuer toute interrogation sérieuse sur les causes profondes et endogènes du mécontentement populaire, en suggérant que sans ces influences extérieures pernicieuses, les Camerounais résidant effectivement sur le territoire national vivraient dans une harmonie paisible sous la direction bienveillante de leurs dirigeants actuels. La réalité observable sur le terrain, avec des manifestations massives impliquant des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs grandes villes simultanément, dément pourtant assez clairement cette tentative de réduire la contestation à une manipulation télécommandée depuis l'étranger. Les arrestations massives qui ont suivi les premières manifestations révèlent une logique répressive classique, visant à décapiter les mouvements protestataires en neutralisant physiquement leurs cadres organisateurs et en créant un climat de peur suffisamment intense pour dissuader les sympathisants moins engagés de rejoindre activement la mobilisation. Les centaines de personnes interpellées se trouvent ainsi transformées en otages implicites d'une négociation politique où leur libération éventuelle pourrait servir de monnaie d'échange contre des concessions de l'opposition sur d'autres fronts. La libération sélective de quelques mineurs, présentée officiellement comme un geste humanitaire magnanime, s'inscrit parfaitement dans cette stratégie du donnant-donnant, où chaque mesure d'apaisement apparent sert en réalité à tester les réactions des adverses et à diviser le camp opposé entre modérés tentés par le compromis et radicaux arc-boutés sur leur position maximaliste. Chiroma, en qualifiant cette libération partielle de farce dérisoire, cherche précisément à empêcher cette fragmentation de son camp en maintenant la barre très haute pour des exigences préalables à toute discussion sérieuse. La situation sécuritaire demeure extrêmement volatile, avec des incidents sporadiques, continuant d'éclater, malgré le déploiement massif des forces de l'ordre dans les zones urbaines, identifiées comme foyers principaux de la contestation. Les autorités ont manifestement opté pour une présence policière et militaire écrasante, destinée à rendre matériellement impossible toute manifestation d'envergure, tout en espérant que l'usure du temps finira par éroder la détermination des protestataires confrontés quotidiennement aux risques physiques et judiciaires de leur engagement. Cette militarisation de l'espace public transforme certains quartiers en zones de quasi-occupation, où les contrôles d'identité arbitraires, les fouilles systématiques et les interpellations préventives créent une atmosphère oppressante, rappelant davantage un état de guerre larvé qu'une simple gestion de crise politique dans un état de droit fonctionnel. Les témoignages recueillis auprès des habitants de ces zones décrivent une vie quotidienne profondément perturbée où la simple sortie pour des courses alimentaires peut se transformer en épreuve anxiogène, tant l'imprévisibilité des réactions des forces déployées génère une insécurité permanente. La dimension économique de la crise commence à peser lourdement sur l'ensemble de la société camerounaise, bien au-delà des seuls militants politiques directement impliqués dans la confrontation. Les journées de ville morte décrétées par l'opposition paralysent l'activité commerciale et productive, avec des conséquences en cascade sur des chaînes d'approvisionnement déjà fragiles et sur des populations vivant dans une précarité économique chronique ne leur permettant guère d'absorber des pertes de revenus, même temporaires. Les petits commerçants, artisans et travailleurs journaliers se trouvent pris en étau entre les consignes de grève de l'opposition et les menaces de répression des autorités, contraints de naviguer au jour le jour entre des injonctions contradictoires dont chacune comporte son lot de risques et de sanctions potentielles. Cette instrumentalisation du tissu économique comme champ de bataille politique transforme des citoyens ordinaires, aspirant simplement à gagner leur vie dignement en victimes collatérales d'un affrontement de titans qu'ils ne contrôlent aucunement, mais dont ils subissent de plein fouet les conséquences matérielles immédiates. Les tentatives de médiation internationale demeurent pour l'instant largement infructueuses face à des positions apparemment irréconciliables.
et à une méfiance mutuelle profondément ancrée. Les organisations régionales et continentales, ainsi que certaines puissances étrangères, ayant des intérêts substantiels au Cameroun, multiplient les appels au dialogue et à la désescalade, sans parvenir à identifier une formule susceptible de satisfaire simultanément un régime arc-bouté sur la défense d'une légalité formelle, qu'il estime incontestable, et une opposition refusant catégoriquement toute discussion tant que ne seront pas reconnus ce qu'elle considère comme ses droits fondamentaux bafoués. Cette impasse diplomatique reflète une réalité politique brutale, où la seule issue envisageable semble être l'écrasement total d'un camp par l'autre, plutôt qu'un compromis négocié préservant la face et les intérêts essentiels de chacun. Les médiateurs potentiels se heurtent également aux soupçons constants de partialité, chaque protagoniste scrutant minutieusement leurs déclarations et initiatives pour y déceler des signes de favoritisme envers l'adversaire. L'évolution de la situation dans les prochaines semaines dépendra largement de la capacité de chaque camp à maintenir la cohésion de ses troupes et à renouveler les formes d'action lui permettant de conserver l'initiative dans cette guerre d'usure. Le régime parie manifestement sur l'épuisement progressif de la mobilisation populaire, confrontée à la répression implacable et aux difficultés matérielles croissantes, tandis que l'opposition compte sur la cristallisation d'un ressentiment suffisamment profond pour alimenter durablement la contestation, malgré les coûts humains et économiques exorbitants qu'elle génère. Entre ces deux stratégies antagonistes, le peuple camerounais ordinaire se trouve réduit au statut de spectateur impuissant ou de chair à canon, dans un affrontement dont l'issue déterminera pourtant fondamentalement les conditions concrètes de son existence quotidienne pour les années à venir. La question lancinante demeure celle de savoir combien de temps encore cette situation explosive pourra perdurer sans basculer dans une violence généralisée, dépassant largement le cadre des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre pour prendre les dimensions d'un conflit civil multiforme, aux ramifications régionales, ethniques et générationnelles potentiellement dévastatrices. Au-delà du psychodrame politique immédiat, opposant deux ambitions présidentielles inconciliables, la crise camerounaise actuelle révèle des fractures structurelles profondes qui travaillent la société depuis des décennies et dont l'éruption soudaine dans l'espace public ne constitue finalement que la manifestation spectaculaire d'un malaise chronique longtemps contenu sous le couvercle d'un autoritarisme paternaliste. La longévité exceptionnelle du président sortant au sommet de l'État, dépassant largement les standards démocratiques contemporains, incarne aux yeux de nombreux citoyens, particulièrement parmi les jeunes générations, un blocage systémique empêchant tout renouvellement véritable des élites dirigeantes et toute alternance politique pacifique. Cette concentration prolongée du pouvoir entre les mêmes mains, même légitimée formellement par des consultations électorales successives, finit par générer une forme de saturation psychologique où l'aspiration au changement devient irrépressible indépendamment même parfois des performances objectives du régime contesté. Le sentiment diffus que le pays tourne en rond, prisonnier de logiques figées et de réseaux clientélistes sclérosés, alimente une frustration collective transcendant les clivages traditionnels et créant les conditions objectives d'une explosion, dont les modalités concrètes demeuraient seules incertaines avant que la contestation post-électorale ne fournisse le détonateur attendu. La dimension générationnelle de cette confrontation mérite une attention particulière, tant elle structure profondément les lignes de clivage traversant actuellement le corps social camerounais. Une majorité écrasante de la population est née bien après l'accession au pouvoir du président sortant et n'a donc jamais connu d'autre configuration politique que celle actuellement en place. Pour ces jeunes Camerounais confrontés quotidiennement au chômage endémique, aux infrastructures défaillantes et aux opportunités raréfiées, le système en place apparaît non comme un héritage à préserver, mais comme un obstacle à abattre, pour pouvoir enfin accéder aux aspirations légitimes que nourrit toute jeunesse. Cette rupture générationnelle se double d'un fossé technologique majeur, avec l'émergence de réseaux sociaux, permettant une mobilisation horizontale, échappant largement aux canaux de contrôle traditionnels que le régime maîtrise depuis longtemps. Les autorités se trouvent ainsi confrontées à une forme de contestation protéiforme, décentralisée et résiliente, très différente des oppositions traditionnelles structurées autour de partis hiérarchisés et de leaders facilement identifiables, donc neutralisables.
Les facteurs économiques constituent évidemment une toile de fond incontournable pour comprendre l'intensité de la colère populaire s'exprimant à travers le prisme de la contestation post-électorale. Malgré des ressources naturelles substantielles et un potentiel agricole considérable, le Cameroun demeure enfermé dans un schéma de développement profondément inégalitaire, où les fruits de la croissance macroéconomique, lorsqu'elle existe, ne ruissellent que très partiellement vers les couches populaires écrasées par le poids écrasant de la vie quotidienne. La corruption endémique rongeant l'appareil étatique à tous les échelons détourne des ressources publiques considérables qui devraient normalement alimenter les services sociaux essentiels comme l'éducation, la santé ou les infrastructures de base. Cette prédation systématique transforme l'État en machine d'extraction, servant prioritairement les intérêts des réseaux au pouvoir plutôt qu'en instrument de développement collectif au service de l'intérêt général. Les citoyens ordinaires, témoins impuissants de cet accaparement organisé des richesses nationales par une minorité prédatrice, accumulent une rancœur silencieuse qui finit inévitablement par chercher des exutoires dans des explosions de colère, apparemment déclenchées par des incidents ponctuels, mais puisant en réalité leurs racines dans des frustrations accumulées pendant des années. Les tensions régionales et linguistiques qui structurent traditionnellement le paysage politique camerounais se trouvent exacerbées par la crise actuelle. Chaque camp tentant d'instrumentaliser ces clivages pour renforcer sa base et discréditer l'adversaire. L'héritage colonial complexe, ayant abouti à la coexistence d'une zone francophone majoritaire et d'une minorité anglophone se sentant marginalisée, constitue une ligne de fracture potentiellement explosive que les protagonistes de la confrontation actuelle manipulent dangereusement. Les accusations d'épuration ethnique formulées par l'opposition introduisent dans le débat public un vocabulaire incendiaire faisant écho aux pires tragédies africaines récentes et risquant de transformer une crise politique certes grave, mais encore gérable en conflagration identitaire, échappant rapidement à tout contrôle rationnel. Cette ethnicisation du politique, même si elle ne correspond pas nécessairement à la réalité objective des enjeux disputés, crée sa propre dynamique autoréalisatrice où les perceptions finissent par façonner les comportements effectifs et à transformer des craintes initialement peut-être fantasmées en menaces bien réelles, générant des spirales de violence intercommunautaire difficiles à enrayer une fois enclenchées. Le rôle des institutions censées garantir l'équité du processus électoral se trouve mis en cause de manière radicale par les allégations de fraude massive formulées par l'opposition et largement reprises par ses sympathisants. Lorsque la commission électorale, la Cour constitutionnelle et l'ensemble des organes de régulation perdent toute crédibilité aux yeux d'une fraction substantielle de la population, c'est tout l'édifice institutionnel censé canaliser pacifiquement les compétitions pour le pouvoir qui s'effondre. Cette crise de confiance institutionnelle profonde ne pourra être surmontée par de simples ajustements techniques ou des réformes cosmétiques, mais nécessiterait une refondation complète du pacte politique national, impliquant probablement des concessions douloureuses de la part de tous les acteurs majeurs. Le problème fondamental réside dans le fait que ceux qui contrôlent actuellement les institutions contestées n'ont aucun intérêt rationnel immédiat à accepter leur transformation radicale qui remettrait en cause les mécanismes leur assurant actuellement le maintien au pouvoir. Cette impasse institutionnelle ne laisse guère d'autre issue apparente que la confrontation prolongée jusqu'à ce qu'un rapport de force décisif se dégage clairement en faveur d'un camp. Perspective inquiétante, tant pour la stabilité nationale que pour le bien-être des populations prises dans la tourmente. La communauté internationale observe cette crise avec un mélange d'inquiétude et d'impuissance, tiraillée entre des principes démocratiques abstraits et des intérêts géopolitiques et économiques bien concrets. Les puissances occidentales, traditionnellement attachées à la promotion de la démocratie, se retrouvent paralysées par leurs relations historiques complexes avec le régime en place, et par la crainte que son effondrement brutal ne crée un vide sécuritaire susceptible d'être exploité par des forces djihadistes actives dans la sous-région ou par d'autres acteurs internationaux cherchant à étendre leur influence. Les organisations régionales africaines, quant à elles, demeurent prisonnières d'une culture de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres et d'une solidarité tacite entre dirigeants partageant souvent des pratiques gouvernementales et similaires et craignant que toute intervention trop musclée contre l'un d'entre eux
et ne créent un précédent dangereux, susceptible de se retourner ultérieurement contre eux-mêmes. Cette paralysie collective de la diplomatie internationale laisse essentiellement les protagonistes camerounais face à face dans une confrontation dont les mécanismes de résolution pacifique demeurent dramatiquement absents ou inefficaces. L'impact humanitaire de cette crise prolongée commence à se faire sentir avec une acuité croissante au-delà même du bilan immédiat des victimes directes des affrontements. Les déplacements de populations fuyant les zones de tension, les perturbations des circuits économiques essentiels, les fermetures d'écoles dans les régions les plus affectées et la dégradation générale des conditions de vie créent une situation de détresse silencieuse, touchant des centaines de milliers de personnes, n'ayant parfois qu'un rapport très indirect avec les enjeux politiques disputés au sommet de l'État. Les enfants constituent comme toujours les premières victimes de ces crises dont les adultes portent la responsabilité. Voyant leur scolarité interrompue, leur alimentation compromise et leur développement psychologique marqué par le trauma d'une violence ambiante qu'ils ne comprennent pas, mais dont ils subissent quotidiennement les manifestations terrifiantes. Les organisations humanitaires internationales et locales tentent d'apporter des secours aux populations les plus vulnérables, mais se heurtent aux obstacles sécuritaires et administratifs, ainsi qu'à l'instrumentalisation politique, dont l'aide humanitaire fait souvent l'objet dans les contextes de conflit, où chaque camp cherche à contrôler les flux de ressources pour renforcer sa base et affaiblir l'adversaire. Les perspectives de sortie de crise apparaissent aujourd'hui particulièrement sombres, tant les positions respectives des protagonistes semblent irréconciliables, et tant les mécanismes traditionnels de résolution des conflits politiques montrent leurs limites face à une confrontation aussi radicale. La voie électorale, visant à départager les prétendants concurrents au pouvoir, se trouve totalement discréditée par les accusations de fraude massive et ne pourra être réhabilitée qu'au prix d'une réforme institutionnelle profonde, exigeant précisément la coopération de ceux-là même qui bénéficient du système actuel. La voie répressive pure consistant à écraser militairement toute contestation pourrait certes ramener un semblant d'ordre apparent à court terme, mais au prix d'un ressentiment durablement ancré dans les consciences et destiné à ressurgir tôt ou tard, sous des formes potentiellement encore plus violentes. La voie du compromis négocié se heurte quant à elle à l'absence de confiance minimale entre des camps s'accusant mutuellement des pires exactions et ne voyant dans toute concession éventuelle qu'un signe de faiblesse à exploiter plutôt qu'une base pour construire patiemment un modus vivendi acceptable. L'issue finale de cette confrontation titanesque déterminera non seulement le destin politique immédiat du Cameroun, mais influencera probablement durablement les trajectoires démocratiques de nombreux autres pays africains, observant attentivement comment se résout cette épreuve de force entre un régime autoritaire longtemps installé et une aspiration populaire au changement. Si la contestation parvenait effectivement à imposer une alternance démocratique réelle malgré la répression déployée, elle créerait un précédent encourageant pour tous les citoyens africains vivant sous des régimes similaires et aspirant légitimement à voir leur vote respecté. À l'inverse, si le régime parvenait à maintenir son emprise malgré la mobilisation populaire et les pressions internationales, ce serait un message désespérant, suggérant que les changements de gouvernance sur le continent africain ne peuvent s'opérer que par des moyens extra-constitutionnels violents, plutôt que par l'expression pacifique de la volonté populaire à travers des scrutins équitables. Merci pour tous vos commentaires, ils sont essentiels pour continuer ce travail d'information. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité camerounaise. Mais attention, ce que Chiroma prépare pour les prochains jours pourrait tout changer. Alors restez connectés, car l'histoire est loin d'être terminée.